On va donc partir du côté de la campagne de Kamala Harris, qui, lorsque tout ça sera analysé après les élections, on se rendra compte que Kamala Harris a eu une stratégie payante ou pas à suivre, en tout cas du côté des démocrates, on considère que c'est la bonne, une stratégie assez unique et novatrice d'aller chercher les électeurs. Du côté de Donald Trump, le focus, la concentration est de poursuivre ce que Donald Trump, sa campagne, avait réussi, mais pas de manière suffisante, mais avait réussi en 2020. Si les sondages s'étaient trompés sur l'écart final entre Donald Trump et Joe Biden, si le nombre d'estimations de combien de dizaines de millions d'Américains voteraient pour Trump était une erreur de la part des organismes de sondage et qu'il avait sous-estimé, c'est parce que la campagne Trump avait réussi à aller chercher des électeurs qui, ne s'intéressent pas à la politique. C'est vraiment dur, hein, ce que la campagne Trump avait réussi, ne s'intéresse pas à la politique et d'habitude ne vote pas. Et c'est comme ça qu'on a vu ces millions d'électeurs qui se sont déplacés principalement en milieu rural, où Donald Trump a fait de très très beaux scores en milieu rural aux États-Unis, en allant chercher ces électeurs-là. En 2024, la campagne Trump a exactement la même stratégie. Ils sont persuadés que la personnalité de Donald Trump, son discours anti-élite, va permettre, son discours pro-américain, son discours de menace de la société, va permettre d'aller chercher ce réservoir d'électeurs qui ne votent pas. Hein, c'est vraiment un pari risqué aussi, parce que compter sur des gens qui ne votent pas en se disant cette fois-ci ils vont s'inscrire et ils vont aller se déplacer pour voter, c'est un pari culotté, mais c'est celui qui a fonctionné presque pour Donald Trump, en tout cas en termes de pures données, en termes de nombre de millions d'électeurs, ça a fonctionné. Ça n'a pas été suffisant par rapport à l'élan, à cette coalition créée par Joe Biden en 2020, mais donc c'est la stratégie. Du côté de Kamala Harris, on s'est dit, nous, il y a un territoire qui représente des millions de voix et qu'on doit aller chercher. Donc évidemment, c'est les campagnes vers les indécis. Tout ça, tout le monde le fait. Mais c'est très dur aussi d'aller chercher un indécis, parce qu'un indécis, on ne sait pas pourquoi est indécis. Pourquoi, à 41 jours de l'élection, il ne sait toujours pas s'il va aller voter, s'il va voter pour Trump, s'il va voter pour Kamala Harris. Il ne voit pas vraiment de contraste, ça ne l'intéresse pas vraiment d'en voir non plus entre ces deux candidats, donc c'est presque du cas individuel. Par contre, et c'était le seul enseignement intéressant des primaires républicaines, c'est qu'il existe un réservoir d'électeurs républicains qui est de plus en plus important, qui ne s'intéresse pas, qui ne souhaite plus de Donald Trump. Ce ne sont pas des démocrates, ce sont des républicains. Ils ont voté Trump en 2016, très souvent ils ont voté Trump en 2020, mais là, ils ne peuvent plus. Par rapport à sa personnalité, par rapport au 6 janvier, par rapport à des tas de raisons, ils ne peuvent plus. Et c'est comme ça que l'on a vu que dans certains États, au moment des primaires, et je ne parle pas ici des primaires qui étaient ouvertes à tous les électeurs, mais des primaires uniquement réservées aux électeurs républicains, on s'est rendu compte qu'il y avait par moment jusqu'à un tiers de ces électeurs-là qui préféraient aller choisir la voie Nikki Haley,
et c'est là que les données sont importantes, c'est que en analysant ces données-là, le camp Harris a découvert qu'en fait, l'essentiel de ces électeurs-là avaient choisi Nikki Haley, pas pour Nikki Haley, mais, et ils ont bien fait parce que depuis, elle s'est rangée dans le camp de Donald Trump, elle fait désormais campagne, en tout cas pas sur le terrain, mais de manière écrite. On vous a montré les fundraising, les emails qu'elle envoie en demandant qu'on donne de l'argent à la campagne de Donald Trump. Mais donc, ces électeurs-là ont voté pour Nikki Haley parce qu'elle représentait une autre voix, une opposition au sein du Parti républicain contre Donald Trump. Et donc, la campagne Kamala Harris, et c'était aussi c'est un héritage de la campagne Biden, on est en plein dans les stratégies Biden, d'accord. La campagne Kamala Harris vient de lancer, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, excusez-moi, le plus grand effort jamais créé de la part d'un parti pour aller chercher des électeurs dans le camp d'en face. Ça, c'est nouveau. En principe, c'est nouveau. Reagan l'a fait en 1980. Et vous connaissez les résultats de ces élections. C'est ce fameux scénario catastrophe pour Donald Trump. Et donc, le pari du côté de la campagne de Kamala Harris, en delà des sondages, des meetings, etc., c'est de se dire, on va aller chercher ces électeurs-là. Et il commence à avoir des signes que c'est une stratégie qui est payante. Par exemple, au mois d'août, il y a eu près de 20% des dons versés, donnés à Kamala Harris, de ces fameux petits dons, follow the money, comme nous dirait notre ami Jean-Marc Léger, qui viennent de républicains et d'anciens républicains. Donc elle arrive à séduire, ou en tout cas représenter quelqu'un qui est suffisamment intègre pour se dire, voilà, c'est une opposition à Donald Trump, et le plus tôt Donald Trump chute, le plus rapidement le Parti républicain pourra se reconstruire. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Pour la première fois, Liz Cheney, il y a quelques jours, a évoqué l'idée d'une nouvelle branche conservatrice, d'un troisième parti, si le Parti républicain ne souhaitait pas se séparer de son influence MAGA. Extrêmement intéressant, on suivra ça. Et donc, il y a ces efforts-là qui sont compliqués, mais d'un côté qui sont extrêmement pratiques parce que avec l'acquisition des bases de données et le fait que de nombreux présidents de comités au niveau des États, on le voit en Arizona, je vais vous le montrer dans le Michigan, qui ont décidé d'apporter leur soutien à Kamala Harris, on sait quels sont les foyers républicains qui ont voté pour Nikki Haley. Et donc, toute la campagne de Harris, pas toute la campagne, mais cette campagne-là de Harris, c'est d'aller voir ses électeurs un par un, tape aux portes, c'est vraiment ça, on tape aux portes et on a une liste, on a, tiens, c'est pas un démocrate, là, on va pas taper la porte à un démocrate ou un indépendant qui a voté démocrate dans le passé, non, on va taper la porte chez un électeur républicain qui a voté contre Donald Trump. Et on espère que cette discussion face à un contre un va l'inciter à aller voter pour Kamala Harris. Ça, c'est ce matin. C'est un État clé. C'est le Michigan. Et dans le Michigan, les deux responsables du programme de Nikki Haley pour les primaires républicaines ont décidé qu'ils voteront Kamala Harris. Et dans le texte, ils expliquent leur opposition en disant c'est pas la candidate parfaite, nous ne sommes pas démocrates, nous ne sommes pas d'accord sur ces points-là et sur ce point-là avec elle, mais elle a cette intégrité que Donald Trump n'a pas. Elle est pour la Constitution, ce que Donald Trump n'est plus. Elle est le meilleur choix pour l'Amérique et s'inscrit dans une vision d'avenir. Donc ça, ce que vous voyez là, ça se passe en ce moment dans tous les États clés. Il y a un énorme effort dont les médias ne parlent pas parce que ça aussi c'est de la presse régionale, encore une fois. Il y a un énorme effort sur le terrain en Géorgie, mais principalement en Arizona. Et si le 5 novembre, l'Arizona
va pour Kamala Harris, c'est cet effort-là qui en sera responsable. Pourquoi ? Parce que les démocrates, la campagne de Kamala Harris a identifié l'Arizona comme étant un territoire mûr, parce que c'est déjà un État où il y a une guerre, mais vraiment une guerre. On vous montrera des vidéos où lors de réunions publiques du parti, on se bat à coups de poing entre républicains, entre ultra-Trump et républicains modérés. Donc il y a vraiment une guerre, et ils se sont rendus compte qu'il y a une partie des élus et une partie des républicains qui sont aujourd'hui orphelins, en se disant on ne peut pas voter pour Donald Trump, mais on est là, c'est notre État, c'est notre pays, on veut être impliqué. Et donc, en ce moment, en Arizona, sur le terrain, avec le mouvement Republicans for Harris, qui est le plus gros mouvement jamais créé d'un parti d'aller chercher dans le parti d'en face, il y a ce travail sur le terrain avec de nombreux élus républicains modérés de l'Arizona. Il va y en avoir des nouveaux. Il y en a déjà certains qui publiquement, on a vu ça au moment de la convention démocrate, qui sont venus apporter leur soutien de Kamala Harris. Il y a de nouveaux annoncements qui vont arriver dans les jours prochains, de dizaines, je vous parle de dizaines d'autres élus. C'était le deuxième point que mettait souvent Jean-Marc Léger met en avant en disant follow the money, et puis regardez le nombre de personnes qui sont en train de quitter le navire alors qu'il est en train de couler. C'est ce qui se passe en Arizona. C'est ce qui se passe en Arizona. Et l'Arizona, c'est 11 grands électeurs. Voilà, faites les calculs, vous voyez le nombre de scénarios possibles, ce que cela ouvre pour la campagne Kamala Harris. Donc ces efforts-là, on va vous montrer énormément toutes les semaines. Il y a des zooms où d'anciens républicains viennent expliquer pourquoi toutes les personnalités que vous voyez là, ce sont des personnalités du parti républicain. Adam Kinzinger, qui est donc celui qui a participé à la commission d'enquête sur le 6 janvier, mais il y a aussi Jeff Duncan, qui est l'ancien numéro 2 en Géorgie, donc l'ancien lieutenant-gouverneur de la Géorgie. Donc c'est vraiment des personnalités qui représentent ces républicains, et ils sont sur le terrain tous les jours. Ils ont un rôle extrêmement actif, ces républicains qui refusent Donald Trump. Et pour la première fois, et là, vraiment, on rentre dans les territoires historiques. Pour la première fois, Kamala Harris a décidé de sortir une publicité nationale où elle appelle aux républicains à voter pour elle en utilisant le témoignage d'anciens électeurs de Donald Trump qui ont voté pour Donald Trump en 2016 et en 2020. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas un PAC qui fait ça, c'est pas un groupe comme Republican for Harris, c'est directement la campagne de Kamala Harris. On regarde ça tout de suite. Bob and I both voted for Donald Trump. I voted for him twice. I won't vote for him again. January 6th was a wake-up call for me. Donald Trump divides people. We've already seen what he has to bring. He didn't do anything to help us. Kamala Harris, she cares about the American people. I think she's got the wherewithal to make a difference. I've never voted for a Democrat. Yes, we're both lifelong Republicans. The choice is very simple. I'm voting for Kamala. I am voting for Kamala Harris. Donc vous avez remarqué que c'est un couple républicain qui est toujours républicain, qui n'a jamais voté de sa vie pour Kamala Harris, pour un démocrate, qui vont le faire. C'est en Pennsylvanie, lorsque je vous parlais de la Géorgie et de l'Arizona, là c'est encore un autre, ou du Michigan plutôt, c'est encore un autre État. Ce sont des vrais électeurs républicains qui ont vraiment voté
républicains qui ont participé aux primaires, qui ont voté Donald Trump et qui donc là ont décidé que c'est plus possible. Chacun explique sa motivation. C'est plus possible. On va voter et on remarquera, Thomas, si tu peux nous montrer le dernier, ce qu'on appelle le closing shot, qui est vraiment important, c'est celui, et vous remarquerez, il est différent selon toutes les... donc on ouvre, c'est Pennsylvanie, hein, donc voilà, on a vu Pennsylvanie, et puis on va tout à la fin, hein, le closing shot, c'est toujours différent d'un spot de campagne, hop, on arrête, Kamala Harris, présidentielle, entourée de généraux pour les électeurs républicains. C'est une image extrêmement importante, c'est l'appel, un nouvel appel au patriotisme, aux côtés militaire. Et donc voilà, c'est pas un hasard que parmi toutes les images de Kamala Harris, des fois vous la voyez sourire, des fois vous la voyez avec une femme, avec une famille. Là, on la voit accompagnée de 2 généraux dans une attitude complètement présidentielle. Et donc ça, c'est volontaire. Voilà. C'était la partie consacrée à Kamala Harris, et évidemment on va suivre ces efforts-là. On aura dans quelques jours, hein, je vous l'annonce ici, on aura Julien Gester de Libération qui viendra d'ici une dizaine de jours nous parler justement de toutes ces stratégies sur le terrain, de ce porte-à-porte. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est un mélange à la fois de low-tech, hein, on va frapper aux portes, et de high-tech, parce que à la main, on a un iPad. Dans cet iPad, il y a des trésors de données qui vous permet de dire, bah, tiens, dans cette rue, à cet endroit, cette maison, cette personne, il faut aller lui parler de ça. Donc c'est vraiment c'est du targeting très très précis. C'est quelque chose que Julien viendra nous raconter prochainement. Allez, on fait une petite pause. Ouais, j'en ai bien besoin. On fait une petite pause et puis on ouvre le dossier de beaucoup moins amusant, le dossier de Donald Trump en prédateur de femmes. À tout de suite.